Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous expliquer en fait qu'est-ce que ça veut dire les figures de style. Autant vous dire que je rentre pas trop dans les détails et que je me contenterai de vous citer les figures les plus utilisées. Ce que je vais vous apprendre est simple qu'indispensable aussi bien pour passer l'épreuve du bac et aussi pour les universitaires qui sont censés maîtriser les figures de style et surtout dans les commentaires composés. Donc c'est parti, on commence. Qu'est-ce que ça veut dire les figures de style? Donc comme définition, les figures de style rendent le texte écrit ou parlé plus expressif. Cette expressivité est obtenue par un écart de l'usage ordinaire de la langue. Les figures de style produisent cet écart par le changement à la fois du sens, de la sonorité et aussi l'emplacement du mot dans la phrase. Donc, ces figures touchent à la fois le fond et la forme du texte, que nous pouvons les classer en fonction de leur objectif. Donc, nous avons les figures de répétition, d'insistance, voilà, ou bien les figures d'amplification, d'atténuation. Après, donc, nous avons les figures d'opposition, de substitution, et enfin, les figures d'équivalence. Pour les figures de répétition ou bien d'insistance, donc ces figures de style reposent sur la répétition d'un mot ou d'une structure de phrase afin de mettre en valeur une idée, celle qui est répétée. Donc il y en a plusieurs types. Donc nous avons l'anaphore, l'épiphore, la répétition, le parallélisme, le chiasme, l'accumulation, la gradation et la prétérition. Donc nous commençons par l'anaphore. Donc c'est une répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en début de phrase, de vers ou de proposition. Par exemple, Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras démoler mon amant. Donc ça c'est pour les mots qui sont répétés au début. Donc on les appelle l'anaphore. Mais quand ils sont répétés en fin de phrase, là on les appelle l'épiphore. Donc c'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en fin de phrase. Par exemple, musique de l'eau, attirance de l'eau. Donc l'eau est répétée en fait en fin de ces deux phrases. Si c'est pas répété ni au début ni en fin, donc on l'appellerait simplement la répétition. Donc c'est la répétition d'un mot plusieurs fois dans le texte, d'accord? Mais le mot est dispatché, donc ça veut dire c'est séparé dans la phrase ou bien dans le texte. Donc après nous avons le parallélisme. Donc qu'est-ce que ça veut dire le parallélisme? Donc elle consiste à reprendre la même construction de phrase syntaxique ou le même rythme en deux endroits d'un énoncé. Par exemple, j'ai tendresse pour toi, j'ai passion pour elle. Donc si vous remarquez bien, la structure donc, de la première et la deuxième phrase est semblable. Donc ça c'est le parallélisme. Après nous passons au chiasme. Donc c'est aussi une sorte de parallélisme qui dispose ces termes de manière croisée, selon le schéma AB-BA. Je donne un exemple. Ce n'est pas l'État qui appartient au prince, c'est le prince qui appartient à l'État. Donc si vous remarquez bien les mots qui sont gras, donc dans la première phrase, donc on commence par l'État après le prince, et là, dans la deuxième phrase, donc c'est croisé, donc on commence par le prince, et après donc c'est l'État. Donc après le chiasme, nous avons l'accumulation. Donc c'est le fait d'ajouter des termes de même nature, de même niveau, de même fonction, d'accord, afin de produire un effet de quantité ou de variété. Je donne un exemple. Ils ont des pointes, des épines, des lames, des griffes, des ongles. Si vous remarquez bien, donc ces termes, on peut dire plus ou moins, sont des synonymes. Donc s'il y a une différence, d'accord, donc entre dans les mots en fait répétés,
Donc là, on ne parle pas d'accumulation, mais on parle de gradation. Attention, quand on dit gradation, ce n'est pas forcément en fait ascendante. Donc ça peut être descendante. Donc c'est le fait d'accumuler des termes de même nature dont l'intensité est croissante ou bien décroissante. Donc je donne un exemple. Pour la gradation ascendante, on peut dire montante ou bien croissante. Donc on dit je meurs, je suis mort, je suis enterré. Donc vous voyez l'ordre en fait chronologique. Donc le fait de mettre le mot mourir au présent, après donc de citer en fait ce qui est après la mort, donc je suis enterré. À part la gradation ascendante, je donne aussi un exemple pour la gradation descendante. Donc Madame Cambremet serait ravie, heureuse, contente. D'accord? Donc on voit par exemple en fait que le mot ravi, ça renvoie en fait à une joie qui est à un niveau plus élevé que le fait d'être juste content. À part la gradation, nous avons aussi la prétérition. Donc il consiste à faire semblant de ne pas vouloir dire quelque chose alors qu'on est justement en train de le faire. Ça, vous le remarquez souvent, surtout en fait pour quelqu'un qui est raciste. Il commence toujours sa phrase « Je ne suis pas raciste, mais je n'aime pas les noirs ». Ou bien « Je ne suis pas je n'ai rien contre l'islam, mais je n'aime pas les musulmans ». Et ainsi de suite. Donc comme la phrase aussi que je viens de citer « Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais… » ainsi de suite. Donc toujours après le « mais », donc on trouve on trouve en fait le contraire donc de ce qui est dit, donc le début de la phrase. Donc le mot mais déjà en fait il permet d'attirer l'intention sur ce qui va suivre. Après nous avons les figures d'amplification ou bien d'atténuation. Donc ce sont des figures qui consistent à accentuer la force ou la violence d'une idée ou d'un sentiment. Les figures d'atténuation servent à l'inverse à atténuer, à adoucir la dureté d'une réalité ou d'une émotion. On commence, en fait, il y en a 3 que je vais vous citer. Donc il y a l'hyperbole, la litote et l'euphémisme. Donc on commence par l'hyperbole. Donc pour l'hyperbole, c'est un procédé qui consiste à exagérer une perception, un sentiment, en le grossissant à l'extrême. Ça veut dire on exagère. Exemple, je meurs de faim. Donc on comprend que le mec il a vraiment en fait trop faim qu'il ne peut plus supporter. Donc ça c'est une forme d'exagération. Après nous avons la litote. La litote c'est quoi? C'est dire moins, d'accord, pour signifier plus. C'est une atténuation qui sert à amplifier une idée. Je donne un exemple. Je ne te hais pas. Ce qui signifie que je t'aime avec passion. À part la litote, nous avons aussi l'euphémisme. Donc pour l'euphémisme, donc comme son étymologie l'indique, donc ça veut dire emploi d'un mot de bon augure. C'est un procédé d'atténuation qui consiste à employer un mot ou une expression plus faible pour désigner une réalité plus dure afin de l'adoucir. Par exemple, au lieu de dire « il est mort », on dit « il nous a quittés ». Donc c'est plus doux et c'est plus simple en fait à dire pour atténuer en fait la sensation ou bien le fait de mourir. Après, nous avons les figures d'opposition. Pour les figures d'opposition, ils rapprochent des termes dont le sens est contraire. Le but est de créer un effet de contraste pour souligner la tension entre 2 idées, 2 personnages et ainsi de suite. Donc, nous avons 4 que je vais vous citer. Donc, nous avons l'antithèse, l'oxymore, le paradoxe et l'attelage.
On commence par l'antithèse. L'antithèse, c'est le fait de rapprocher deux éléments opposés au moyen d'une construction symétrique. Exemple, je vis, je meurs. La première phrase. Après, nous avons je me brûle et je me noie. Comme vous le remarquez, donc vivre et mourir, donc, ce sont des antonymes. Brûler, le fait donc de dire aussi je me brûle et je me noie, donc on voit aussi deux verbes qui sont des antonymes. À part l'antithèse, nous avons aussi l'oxymore. Donc l'oxymore, c'est le fait donc ce sont deux mots opposés, sont juxtaposés aux coordonnées. Le but est de créer un effet inattendu, surprenant. Ça veut dire on prend un mot et on met à côté son contraire. Donc, par exemple, cette obscure clarté, ou bien on peut dire un blanc noir, et ainsi de suite. Après, donc, nous allons voir aussi le paradoxe. Ça veut dire quoi? C'est un énoncé qui paraît contenir une contradiction. Le paradoxe est très efficace dans une argumentation, car il surprend et remet en cause les évidences. Je donne un exemple. On est quelquefois aussi différent de soi-même que des autres. Après, nous avons l'attelage. Ça veut dire quoi? C'est le fait de rapprocher deux compléments désignant un élément concret et un élément abstrait. Par exemple, il admirait l'exaltation de son âme et les dentelles de sa jupe. Donc là, on voit que Flaubert rapproche deux mots qui sont distincts. Donc nous avons l'âme et nous avons la jupe. Donc ça, c'est pour provoquer quand même un effet comique et aussi pour illustrer l'ironie flaubertienne. Après, donc, nous avons les figures de substitution. Donc, ces figures consistent à remplacer un mot ou une idée par un autre mot ou une autre expression qui va apporter une nuance ou un effet inattendu. Je vais vous citer aussi 4. Donc, nous avons la métonymie, la synecdoque, la périphrase et l'antiphrase. Commençons par la métonymie. Donc, il remplace un mot par un autre terme avec lequel il entretient une relation logique d'appartenance, d'origine, pour effet d'insister à comprendre les rapports entre ces éléments, à réfléchir sur la causalité des faits. On va donner un exemple. L'Élysée a déclaré ce matin. Donc l'Élysée, c'est un endroit. Donc il est employé pour désigner l'activité qui s'est exercée. Donc il remplace plus ou moins donc, la présidence de la République. Un autre exemple, boire un verre. Donc le contenu liquide est remplacé par le contenant. Nous avons aussi donc, un autre exemple, on va dire, il est sorti d'une Mercedes. Donc là, la marque remplace le nom de l'objet. Donc après, nous avons la synecdoque. Donc c'est une forme de métonymie qui consiste à remplacer un mot par un autre terme, avec lequel il entretient un rapport d'inclusion. Donc, qu'il soit le tout pour la partie ou bien la partie pour le tout. Exemple, il y a une voile à l'horizon. Donc, la voile, c'est une partie qui désigne le bateau. Et aussi, nous avons la périphrase. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait de remplacer un mot par une expression qui le définit. Exemple, le pays du soleil levant. On parle ici du Japon. Ou bien si je vous dis la capitale spirituelle du Maroc, on parlera de Fès. Et ainsi de suite. Donc, après la périphrase, on passera à l'antiphrase. Donc c'est un élément en fait de l'ironie, une figure
pour illustrer l'ironie, il consiste à exprimer le contraire de ce que l'on veut dire, quoi. Par exemple, quand tu veux te moquer en fait de quelqu'un, tu peux le dire que tu es intelligent. Si dans un autre sens, tu es en train de le dire comment tu es stupide. Donc après, nous avons la dernière figure que je vais vous proposer, ça serait les figures d'équivalence. Donc, nous avons, plutôt ce sont des figures qui rapprochent deux termes en établissant entre eux une équivalence de sens. Nous avons la comparaison, la personnification, l'animalisation, la réification, l'allégorie et la prosopopée. Donc on commence par la comparaison. La comparaison, c'est le fait de mettre en relation deux termes ayant un point commun, un comparé et un comparant, à l'aide d'un outil de comparaison, comme par exemple comme, tel que, ainsi que, semblable, même de, plus, moins et ainsi de suite. Je donne un exemple. La musique souvent me prend comme une mère. Donc l'outil de comparaison ici, c'est comme. Mais si l'outil de comparaison s'absente, là on ne parle pas de comparaison, on parle plutôt de la métaphore. Donc on va dire, c'est plus ou moins similaire à la comparaison, mais sans outil de comparaison. Je donne un exemple. L'amour n'est que le roman du cœur. Donc là, ici, on compare l'amour et le roman du cœur. Mais si on veut, si on met par exemple l'amour est comme le roman du cœur, donc là, on sera dans la comparaison. Mais si on supprime en fait l'outil de comparaison, on est sur la métaphore. Après, nous avons la personnification. Donc pour la personnification, c'est aussi une métaphore qui accorde des caractéristiques humaines à un objet, à un animal, à un être inanimé. Par exemple, Venise, pour le bal, s'habille. Donc là, on attribue un caractère humain en fait, à une ville qui n'est pas humaine. Après, nous avons l'animalisation. Donc là, ça consiste à attribuer des caractéristiques animales à un être humain. Comme vous le remarquez ici, donc on parle dans l'exemple, donc on dit les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée, comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. Donc là, on donne des caractères en fait animaliers à des êtres humains. Donc je parle des ménagères. À part ça, donc nous avons aussi la réification, donc qui consiste à représenter un être vivant sous la forme d'une chose, d'un objet. Exemple, tes yeux sont là où boivent mes ennuis. Donc là, on donne en fait un caractère qui n'est, non, plutôt, on donne un caractère d'une chose qui aux yeux, donc qui sont en fait humains. Après la réification, nous avons l'allégorie. Donc c'est aussi proche de la personnification. Il consiste à représenter une idée abstraite sous forme concrète. C'est une représentation d'une entité abstraite par un être animé. Le plus souvent, un personnage auquel sont associés des attributs symboliques. Par exemple, comme l'amant vient et supplie danger, que c'est tort, il oublie. Et enfin, nous avons la prosopopée. Donc c'est une forme de personnification qui va jusqu'à donner la parole à des êtres inanimés, des concepts abstraits ou à des morts. Exemple, et la rivière dit, je ne veux rien savoir, je coule pour moi seul et j'ignore les hommes. Donc c'était tout pour les figures de style. Donc si vous avez des questions, vous pouvez laisser commentaires et je vais essayer quand même de vous répondre. Sinon, vous pouvez en fait accéder à la page, ma page Facebook et vous aurez en fait d'autres cours que je vais vous proposer éventuellement. Donc pour bien maîtriser votre langue française. Sur ce,
il me reste qu'à vous remercier. Et sur la joie et la bonne humeur, je vous dis à la prochaine vidéo.